Donc, aujourd'hui, je vous propose d'avancer dans l'histoire et d'arriver vraiment aux bases de l'économie politique, au fondement de l'économie politique contemporaine. Nous allons parler d'Adam Smith, puis nous parlerons de David Ricardo, et ensuite je vous parlerai des banques et des banques centrales. Je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant. Alors je vais commencer par Adam Smith. Adam Smith, il a écrit un livre qu'on appelle habituellement La richesse des nations. Mais en fait, ça s'appelle Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Il l'a écrit en 1776. C'est le moment où, en Angleterre, il commence à y avoir la révolution industrielle. Cette révolution industrielle a été permise d'abord par une révolution agricole. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait dit que les terres étaient... Il y avait des jachères, il y avait des assolements, quelque chose comme ça. Donc, en Angleterre, ils ont trouvé le moyen technique et social de mettre en culture toutes les terres. Donc, culture continue, donc ça augmente considérablement les rendements. Ils ont trouvé aussi les moyens de faire participer plus les animaux à l'agriculture, par les engrais, par le fumier, etc. Donc en fait, il y a eu une très grosse augmentation de la production agricole, augmentation démographique, et il y a eu aussi donc un exode agricole. Mais les Anglais, ils ont fait fort, ils ne se sont pas contentés de faire un exode agricole, ils ont fait ce qu'on appelle les enclosures, c'est-à-dire que les grands propriétaires qui avaient des fermiers, on dit, maintenant, nous, on récupère nos terres et on va faire du mouton dessus, parce que le mouton pour la laine et la révolution industrielle, c'est très bon. Il y a un gros débouché. Donc, vous, les fermiers, vous partez. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs millions, 2-3 millions de personnes qui se sont retrouvées sur les routes, à l'état de vagabondage. Et on les a arrêtés parce qu'ils volaient, etc. On les a enfermés. Et puis on les a fait travailler dans des entreprises, dans des prisons où ils travaillaient pour produire des marchandises. Bon. Et puis, il y a eu aussi les gens qui sont partis de cet exode agricole. Ces gens étaient très peu payés. Enfin, il y avait tellement de gens que chaque jour, il y avait des gens qui se pressaient aux grilles des usines pour travailler, les fabriques plus exactement pour travailler, et donc les salaires étaient très très bas. Et bien sûr, la révolution industrielle, c'est une révolution technique. On a augmenté considérablement la productivité, on a augmenté le nombre de broches qui permettaient de filer la laine, etc., etc. Mais ce qui a fait la révolution industrielle, ce sont les bas salaires. C'est ça qui a permis à ceux qui les employaient de gagner beaucoup d'argent et de réinvestir. Donc ça, la plupart des historiens sont d'accord pour dire ça. Ça, c'est très important. Et donc, Adam Smith se situe à ce moment-là où il commence à y avoir la révolution industrielle et où il commence à y avoir donc une abondance de marchandises qui n'avait jamais été connue auparavant. Et c'est ça qu'il va étudier. Alors, il s'intéresse donc à la richesse des nations, ça veut dire qu'il s'intéresse à la richesse. La richesse, pour lui, ça va être la monnaie qui va résulter de la vente, de l'achat et de la vente des marchandises. Et puis, c'est le premier à parler véritablement d'économie politique, c'est-à-dire qu'il va parler de l'enrichissement de chacun et de la façon dont l'enrichissement de chacun peut enrichir les nations. Donc on est vraiment dans l'économie politique. Et comment faire pour... Comme les mercantilistes, si vous voulez. Comment faire pour que l'enrichissement de chacun enrichisse tout le monde et enrichisse la nation? Donc, il va faire un certain nombre d'hypothèses en tant qu'économiste et il va donc chercher l'origine de la richesse. C'est normal, puisqu'il va falloir l'encourager, cette richesse. Et donc, pour lui, l'origine de la richesse, c'est la marchandise. Mais il va dire que la marchandise, effectivement, c'est ce qui s'achète et c'est ce qui se vend et c'est ce qui fait que les gens s'enrichissent, mais il va dire que la marchandise a une valeur en elle-même. Et beaucoup d'économistes après vont le suivre. Mais en fait, si on réfléchit, la marchandise, qu'est-ce que c'est? C'est un bien qui est échangé dans un rapport marchand, un achat et une vente. Et on sait que dans un achat et une vente, il y a
des gens, c'est un rapport de pouvoir. Il y en a un qui va gagner et l'autre qui va perdre, en fait. Enfin, en général, en tout cas, ça peut être aussi une négociation, mais même dans une négociation, il y a un rapport de pouvoir. Et donc, en fait, le prix des marchandises, ce qui va rapporter de l'argent, se détermine dans cette transaction commerciale. Et dans chaque transaction commerciale, il y a un prix différent qui peut se fixer pour des marchandises similaires. Mais à force de vendre toujours, d'acheter et de vendre toujours les mêmes marchandises, on peut avoir l'impression que, par exemple, le kilo de carottes, c'est 3 €. On peut avoir cette impression-là, toujours. Mais non, ça va dépendre de qui vend et qui achète. Mais les économistes, dont Adam Smith, vont dire, eh bien non, en fait, ils vont avoir l'impression que ce sont les marchandises elles-mêmes qui ont de la valeur et que le kilo de carottes, eh bien, il vaut 3 €, point barre. Il a cette valeur intrinsèque. Alors quand on dit ça, c'est une façon de masquer le rapport de pouvoir qui existe dans la relation marchande. C'est une façon de dire, il n'y a pas de rapport de pouvoir dans notre société, tout marche très bien, hein, il n'y a pas de relation de force, enfin voilà. C'est juste que la marchandise, eh ben, d'elle-même, elle vaut quelque chose. C'est important, c'est un premier masque si vous voulez. Et puis, donc en fait, la valeur, elle est liée au rapport marchand. Et en fait, quelle est l'origine? Alors ça, c'est la valeur. Et quelle est l'origine de la valeur? Pour Smith, l'origine de la valeur, c'est le travail. Qu'est-ce que c'est que le travail? On n'en a jamais entendu parler encore dans les fois précédentes. Dans les sociétés que nous avons étudiées, personne ne s'intéressait au travail. Personne ne parlait de travail. Vous vous rappelez, dans les sociétés premières que nous avons étudiées, eh bien, les gens, ils vivaient. Ils faisaient des choses, ils avaient des activités, mais il n'était pas question de travail. Pareil en Grèce, les gens avaient des statuts différents, mais il n'y avait pas de notion de travail. Et dans la société féodale, c'est la relation de personnes qui était importante et pas l'idée de travail. Là, c'est nouveau. C'est la première fois qu'on parle de travail. Même les mercantilistes et les physiocrates ne parlaient pas de travail. C'est la première fois. Et là, on est dans une définition très particulière. C'est le travail qui produit des marchandises. C'est celui-là qui est à l'origine de la richesse. Hein. Parce que le travail domestique dont parle Smith, le travail, donc, ce que nous pouvons faire chez nous, ou même le travail des domestiques, parce qu'à l'époque il y en avait, eh bien, ça n'est pas à l'origine de la valeur pour lui. Ce qui est à l'origine de la valeur, c'est le travail qui produit des marchandises. Donc c'est un travail très particulier, très caractéristique de la société capitaliste en fait, de la société marchande en tout cas. Bien. Et donc, en fait, qu'est-ce qui fait que les gens qui vendent des marchandises s'enrichissent? Il y a le rapport marchand, mais il y a aussi le rapport salarial. Le fait qu'il y ait des salaires très bas. Concrètement, ils payent très peu cher la main-d'œuvre, et donc, c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Et la source de la richesse, c'est à la fois le rapport salarial, qui se développe à cette époque, qui n'existait pas avant, ou quasiment pas, et c'est le rapport marchand. Bien. Alors donc, pour Smith, je résume beaucoup, hein, pour Smith, le travail est à l'origine de la richesse. Et la valeur de la marchandise, c'est la quantité de travail qui est contenue dans la marchandise, sans aucun rapport avec la relation de pouvoir qu'il peut y avoir. Vous comprenez? C'est comme si c'était une donnée technique de la marchandise. Il y a du travail, donc ça vaut. Ça justifie tout. Hein. Et après, cette notion de travail, eh bien, il va la justifier en disant que le travail, c'est la participation de chacun à l'ensemble de la société. Pourtant, il y a d'autres façons de participer que le travail. Hein. Mais pour lui, ça va être ça. Et ça va être une façon, ça va constituer aussi le ciment de la société. Et au XVIIIe siècle, d'ailleurs, au siècle des Lumières, on va voir une justification du travail, on va dire le travail, c'est ce qui permet à l'homme de transformer le monde, de s'épanouir, de s'exprimer. Mais c'est une notion de travail qui est un peu faussée. Hein. Quand ils disent le travail, c'est le travail capitaliste, enfin ce travail sous la forme capitaliste. Ce n'est pas la simple activité humaine, vous comprenez? Il y a une ambiguïté qui se fait et qui va être à l'origine de notre civilisation. C'est très important. Où le travail va être considéré comme quelque chose d'un peu sacré, l'origine de tout. Enfin, tout le monde doit travailler. Alors que, et on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Et c'est pas vrai, parce qu'il y a plein de sociétés où le travail, ça n'existait pas.
Ça ne veut pas dire que les gens n'avaient pas d'activité, mais la notion de travail n'existait pas. Alors, pour quelques compléments, donc pour Smith, plus on produit de marchandises, plus on va en vendre, et donc plus il va y avoir de richesses. Donc, plus les gens seront productifs, plus les personnes qui produiront seront productives, plus il y aura de richesses. Donc, il est pour l'augmentation de la productivité, d'accord? Et cette augmentation de la productivité, elle va être permise par la division du travail. Et le premier chapitre du livre de Smith, c'est intéressant, il visite, c'est un professeur de morale lui, hein, et il visite une manufacture d'épingles. Et il est émerveillé parce que avant, il disait une personne peut fabriquer dans sa journée 20 épingles parce qu'il fallait tirer le fil, le couper, les pointer, etc. Maintenant, grâce à la division du travail, eh bien, une personne peut fabriquer 100 épingles, etc. Il trouve ça fantastique, lui. Hein, voilà. Donc, pour lui, la division du travail, c'est quelque chose qui est source de richesse. Alors, je résume beaucoup. Hein. Alors, après, il s'intéresse, après avoir vu l'origine de la richesse, il s'intéresse à la répartition de la richesse. Et là, il dit ça se répartit en salaire, en profit et en rente, en termes de rente foncière. Parce qu'à l'époque, les propriétaires fonciers étaient très puissants et ils exigeaient une rente. Effectivement, c'était un phénomène économique important qui n'existe plus du tout aujourd'hui, quasiment. Hein. Bon. Et ce qu'il note bien, c'est que les salaires et les profits sont antagonistes. C'est-à-dire que quand les salaires sont élevés, les profits sont bas, et réciproquement. Et il note bien aussi que les salariés et les entrepreneurs ne sont pas égaux pour réclamer, par exemple, pour réclamer leurs biens. C'est-à-dire que les salariés n'ont pas le droit de se syndiquer, ils n'arrivent pas à se coaliser pour obtenir un bon salaire. Alors que les entrepreneurs peuvent très bien s'entendre pour dire bon, on va maintenir les salaires bas. Donc il note tout cela et il montre bien que les salaires et les profits sont antagonistes. Et il parle ensuite de la rente foncière, dont il dit que c'est finalement un ticket d'entrée, un droit d'entrée sur la terre pour les fermiers que les propriétaires fonciers demandent parce qu'ils ont le monopole de la terre. Voilà, c'est tout très résumé, hein, mais voilà ce que je voulais vous dire sur Adam Smith. 30-35 ans plus tard, David Ricardo écrit un livre qui s'appelle « Des principes de l'économie politique et de l'impôt ». Donc on est vraiment dans l'économie politique. Mais on est à un moment où la révolution industrielle s'est beaucoup développée. C'est pas mal développé. Donc on est à un moment où le capital, au lieu d'être simplement des moyens de production, va être considéré de plus en plus comme de la monnaie, comme quelque chose comme un capital financier. Alors, je vais expliquer. Alors, en tout cas, pour commencer, je vais dire que David Ricardo, il reprend exactement ce que dit Smith sur la valeur. Il dit que la valeur d'une marchandise, donc une marchandise a une valeur, et que cette valeur, c'est la quantité de travail indépendante de la rémunération qui est contenue dans cette marchandise. Donc, pour lui, ce n'est pas le salaire qui apporte de la richesse, enfin, le fait de payer bas le salaire qui rapporte de la richesse, pour lui, c'est le travail qui est contenu dans la marchandise. Bien. Et il va dire, pour se justifier, comme tous les économistes, il va essayer de naturaliser ce qu'il observe dans la société contemporaine et de dire que ça a toujours été comme ça. Donc il dit que dans l'enfance des sociétés, eh bien, les gens échangeaient en fonction de la quantité de travail, ce qui n'est pas vrai du tout, puisque on a vu les sociétés premières, il n'y avait rien à voir avec la quantité de travail dans leurs échanges. Bon. Donc en fait, ce que fait David Ricardo, c'est reprendre ce que dit Smith, il rajoute le fait quand même de dire qu'une marchandise, c'est la quantité de travail contenue, mais à la fois la quantité de travail qui vient d'être apportée, par exemple pour fabriquer une table, je travaille, mais c'est aussi la quantité de travail nécessaire pour obtenir le bois, le métal, etc. Tout le travail qui a été nécessaire pour produire la marchandise. Bien. Et une fois qu'il a dit ça, eh ben, il ne sait pas trop comment s'en servir. Alors, il passe au prix. Il dit que le prix de vente d'une marchandise, c'est le coût de production plus le profit.
je ne sais pas si vous comprenez. Le profit, il dit, bon ça, on le sait que c'est ça, mais pour lui, c'est naturel, c'est-à-dire qu'il ne se demande pas quelle est l'origine du profit, d'où vient ce profit. Mais vous vous rappelez, quand on parle de la valeur d'une marchandise, on masque le fait qu'il y ait un rapport de force, enfin un rapport de pouvoir marchand, hein, c'est ça. Donc ça normalise, c'est ça que j'essaie de vous le dire vite, mais ils essayent de normaliser, de rendre ça comme quelque chose de technique et pas comme quelque chose de social, la richesse. Donc ça permet d'apaiser tous les conflits. On dit, ça se passe comme ça, et puis c'est tout. Il n'y a pas de relation entre les gens, de pouvoir ou quoi que ce soit. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il va jusqu'au bout, quand il dit que, il passe à la section 4, quand il passe au prix. Il est bien obligé, pour dire comment les gens s'enrichissent, de passer au prix, parce que l'achat et la vente se fait. Mais lui, il va dire que le prix de vente, c'est ce que ça a coûté, ça devrait être uniquement ça, en fait. Si c'était vrai que la valeur était la quantité de travail, eh bien, le prix de vente, ça devrait être ce que ça a coûté. Eh bien non. Il dit, et il trouve ça normal, que c'est ce que ça a coûté plus le profit. C'est-à-dire qu'il normalise l'existence du profit. Il ne le remet pas en cause. C'est important. Vous voyez ce que fait c'est un troisième masque, si vous voulez, qui permet de se dire que le profit, finalement, c'est une donnée technique. Et d'ailleurs, quand on fait de la gestion, eh bien, on considère le profit comme une donnée technique. On dit, je vais faire 3% de profit, 5%, le taux de profit, voilà. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi est-ce qu'il y a le profit? Eh bien, il y a le profit, et ça, il le dit, parce que il fait comme Smith, il dit quand les salaires sont bas, les profits sont élevés. Donc il y a bien une relation de pouvoir entre les entrepreneurs et les salariés, mais il ne le dit pas comme ça. Mais lui, il dit, pour que les salaires soient bas, il faut que l'alimentation ne coûte pas cher. Donc il faut baisser les prix des produits agricoles. Et donc, à cette époque, il y avait une lutte entre les propriétaires fonciers et les bourgeois, si on peut dire. Et donc, c'était, est-ce qu'on va importer des céréales du Nouveau Monde, ça ne coûte pas cher, pour faire baisser les prix des produits agricoles, ou est-ce qu'on garde les céréales britanniques qui vont coûter cher et qui vont faire que les salaires sont élevés? À ce moment-là, il y avait une lutte, et finalement, ce sont les bourgeois, c'est-à-dire les capitalistes qui ont gagné, puisqu'il y a eu importation des produits agricoles venant du Nouveau Monde, donc pas chers, et de façon à ce que les salaires puissent être bas. Et ce qui est intéressant aussi, enfin, alors voilà, donc ça, et ce qui est intéressant aussi, oui, c'est que Ricardo dit, les salaires se régulent d'eux-mêmes. C'est-à-dire, s'il y a beaucoup de gens qui demandent, les salaires vont augmenter, qui ont besoin de travail, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont besoin de travailleurs, les salaires vont augmenter, et dans le sens contraire, ils vont baisser. Et lui, il dit, ben, il faut laisser le marché faire. Il ne faut pas, par exemple, qu'il y ait des œuvres charitables, ça correspond aux assurances chômage, des œuvres charitables qui donnent de l'argent aux ouvriers qui n'ont pas de travail. Il faut laisser faire la régulation naturelle. Il est pour que les ouvriers meurent de faim. Hein? Il est vraiment à l'origine de l'ultralibéralisme actuel, si vous voulez. Donc ça, c'est intéressant aussi de le savoir. Alors, maintenant, je vais aborder la théorie des avantages comparatifs dont François Asselineau a parlé dans une de ses, il y a un mois ou un mois et demi, hein, quand il a parlé de Smith et de Ricardo et de leur lien avec le commerce, hein, et le libre-échange. Il avait les livres et il les lisait, etc. Bon. Alors, je vais vous donner la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. Ricardo, il dit que, il va parler de deux pays, l'Angleterre et le Portugal. Et il va se dire que ces deux pays vont produire du drap et du vin, peuvent produire du drap et du vin. L'Angleterre, elle aura besoin de 100 travailleurs ou 100 heures de travail, qu'importe, pour produire une unité de drap, et le Portugal, 90. D'accord? Pour le vin, ce sera 120 pour l'Angleterre et 80 pour le Portugal. Bon. Si on regarde avec nos yeux, qu'est-ce qu'on se dit? Nos yeux actuels, on se dit, oh ben, il y a besoin de moins de travailleurs, donc de moins de salaire, c'est plus productif.
Au Portugal, qu'est-ce qu'on fait? On délocalise. Hein, c'est notre réaction, d'accord? Bon. Enfin, c'est la réaction des entrepreneurs. Voilà. C'est la réaction contemporaine, on va dire. Hein. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs concrètement. Voilà. Mais du temps de Ricardo, ça ne se passait pas comme ça parce qu'il n'y avait pas de libre circulation des capitaux entre les pays, entre les nations, entre les États. Et donc, en fait, Ricardo dit, eh bien oui, l'Angleterre, elle est moins productive que le Portugal, mais elle a malgré tout intérêt à produire du drap plutôt que du vin. Bon, c'est vrai que le vin anglais, ça ne doit pas être génial. Donc, elle a intérêt à produire du drap. Et là, ça marche très bien pour elle. D'accord. Donc, c'est ça les avantages comparatifs, c'est-à-dire que Ricardo dit, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production pour laquelle il est le plus productif. Et puis ensuite, eh ben, il y a un échange et on se débrouille. D'accord? C'est ça la théorie. Et Smith, lui, ne disait pas cela. Lui, il parlait des avantages absolus et il disait qu'effectivement, si on suivait sa théorie, eh bien, il n'y aurait que le Portugal qui pourrait échanger et pas l'Angleterre. Or, dans la réalité, on peut dire que des deux, à terme, c'est quand même l'Angleterre qui a le plus échangé. Le Portugal aussi, hein, mais l'Angleterre a le plus échangé. Donc voilà ce que c'est que la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. D'accord? Donc elle n'est plus vraiment valable aujourd'hui, puisque maintenant il y a libre circulation, enfin quasiment libre circulation des capitaux par les multinationales, par divers biais, entre les États. Donc c'est une théorie qui était peut-être vraie à son époque, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Voilà, c'était simplement ça que je voulais vous dire. Donc vous pourrez réécouter François Asselineau à partir de là et voir écouter ce qu'il en dit. En tout cas, Ricardo dit, à l'époque où est Ricardo, ce qui l'intéresse, c'est surtout le capitalisme financier. Lui-même est courtier. Et il dit, si vous voulez, pour Smith, le capital, c'est ce que je vous ai dit, c'est les moyens de production qui donnent le profit. On a compris que le profit venait en fait de salaires bas. On a compris. Pour Ricardo, le capital, il est monétaire. C'est l'origine de notre capital financier. Et qu'est-ce qui le rémunère? C'est l'intérêt. Et pour Ricardo, ça va être aussi naturel qu'il y ait un intérêt que c'était pour Smith et pour lui qu'il y ait un profit. Or, si on réfléchit, prenez quelques pièces de monnaie ou quelques billets, enterrez-les pendant 1 an et regardez s'ils ont fait des petits. Non. Ils n'ont pas fait de petits en général. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Bon, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a du temps qui s'écoule qu'il y a un intérêt. Ça n'a rien à voir. Pourquoi y a-t-il un intérêt? Eh bien, encore une fois, parce qu'il y a un rapport de pouvoir entre celui qui prête et celui qui emprunte, et que celui qui prête dit « moi je te prête si tu me rends un intérêt ». C'est tout. Et cet intérêt, il ne vient pas simplement de la monnaie qui se développe, il vient simplement du fait que celui qui emprunte, il est prêt à se priver de quelque chose, du produit de son travail, de sa richesse, d'un certain nombre de choses, pour payer l'intérêt. Donc en fait, c'est une captation par les financiers, par celui qui prête, de la richesse d'autrui, l'intérêt. Mais ça, il ne le dit absolument pas, Ricardo. Mais pour Ricardo, comme pour Smith, le capital, c'est une notion technique. J'ai tant d'argent, ça me rapporte tant dans l'industrie. J'ai tant d'argent, je le prête, ça me rapporte tant. Et on ne se demande absolument pas d'où vient ce profit, d'où vient cet intérêt. Et ça, c'est, si j'ose dire, intéressant de le constater. Enfin, de voir que pour Smith et Ricardo, c'est naturel. Comme vont le faire tous les économistes, ça va toujours être naturel, les choses qui se passent. Bien. Et en fait, donc là, je réécris que en fait, derrière, il y a un rapport de pouvoir. Pour Smith, pour le profit, c'est dans la production. Ce que je vous ai déjà dit, c'est le rapport de pouvoir salarial et marchand. Et dans le prêt, c'est le rapport de pouvoir financier, c'est-à-dire du prêteur et de l'emprunteur, tout simplement. Voilà. Donc, ça pour vous dire que Smith et Ricardo naturalisent, normalisent ce qui se passe dans le capitalisme comme si ça avait toujours existé, c'est que c'était complètement naturel que ça se passe comme ça, qu'il y ait du profit, de l'intérêt, alors que c'est lié à une organisation sociale très particulière et à des rapports de pouvoir très particuliers. Ça vous parle, ça, c'est bon ?
Alors ensuite, Ricardo va parler des banques. Alors, à l'origine, c'est pas ce qui, enfin, c'est moi qui dis. À l'origine, une banque. Disons qu'on va parler de ce qui se passe en Angleterre. En Angleterre, à l'origine, il y avait des orfèvres qui, lorsqu'il y avait des foires ou des choses comme ça, acceptaient l'or des marchands, parce que les marchands ne se baladaient pas avec tout leur or, donc acceptaient leur or, le gardaient dans leur coffre et leur donnaient des récépissés, des bankers notes, hein, des billets finalement, où ils disaient on m'a déposé tant. Bien. Donc ça voulait dire que ce qu'il y avait écrit sur les billets correspondait à la valeur de l'or. Et puis ces orfèvres se sont dit c'est quand même vraiment dommage de laisser dormir cet or pendant que je l'ai dans les coffres, je vais peut-être pouvoir en prêter une partie. Si les gens me le rendent avant que l'autre ne me le réclame, son or, eh ben ça marchera bien. Donc, ils ont commencé à faire des billets, non pas simplement pour le montant de l'or, mais aussi pour le montant des prêts qu'ils avaient faits à partir de l'or qu'ils avaient en caisse. Ce qui fait qu'il y avait plus de billets, plus de montants de billets que d'or, et donc il y avait l'or et les reconnaissances de dette qui constituaient l'actif des banques, et le passif c'était les billets. D'accord ? Bien. Et à partir du moment où la dette était éteinte, au bout d'un mois, 3 jours, un jour, je ne sais pas, eh bien, ça s'éteignait là, hein, et donc le montant de billets disparaissait aussi. D'accord ? Ok ? Voilà. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement simple, hein, je simplifie pas mal, le principe du fonctionnement d'une banque. Bien. Et donc, il y a plein de banques qui sont développées de tailles diverses et variées, en Angleterre, en Europe, en France, etc. Et puis, il y a quand même des gens, des banquiers qui se sont dit notre limite, c'est qu'on n'émet pas nous-mêmes la monnaie. C'est qu'on doit toujours faire appel à la monnaie de l'État, finalement, hein, pour le remboursement, pour tout ce qui se passe. Donc, ils se sont dit, ces banquiers, si on avait le monopole de l'émission de monnaie, on serait quand même drôlement plus content. Effectivement, si moi j'avais le monopole de l'émission de monnaie, et si je pouvais me faire un petit billet de quelques millions comme ça de temps en temps, ça me soulagerait. Hein. Ben là, c'est exactement ce qu'ils se sont dit. Et ils ont cherché par tous les moyens à faire ça. Et à un moment, ils y sont arrivés en Angleterre. Il y a d'abord eu la Banque d'Amsterdam, etc. Mais en Angleterre, ils y sont arrivés à la fin du XVIIe siècle, en 1697. Ils ont créé la Banque d'Angleterre. C'était un moment où la royauté avait besoin d'argent pour diverses guerres avec la France. Enfin, il y avait un besoin d'argent, je résume. Et donc, ils ont fait une Banque d'Angleterre avec des souscripteurs qui devenaient finalement des actionnaires de cette banque, hein, qui disaient « moi je donne tant ». Et après, on va prêter ça au roi, moyennant intérêt. Voilà. C'est ça le début de la Banque d'Angleterre. Et donc, c'était une institution privée qui a obtenu le monopole de l'émission de monnaie. Mais elle était privée, c'est-à-dire qu'elle avait des actionnaires. Ce n'était pas l'État qui la détenait. Il faut bien comprendre ça. La Banque centrale n'est pas une banque d'État à l'origine, c'est une banque privée, avec des actionnaires privés qui gagnent de l'argent en ayant le droit d'émettre la monnaie et qui le prêtent et qui en tirent des intérêts. C'est exactement ça une banque centrale, il faut bien comprendre ça. Hein. Moi, je n'avais pas compris tout de suite, donc j'insiste pour que... Ouais. Et cette banque centrale, cette banque d'Angleterre, elle avait 2 caractéristiques qui sont caractéristiques des banques centrales, c'est l'émission monétaire et l'escompte. L'escompte, je ne sais pas si vous savez ce que c'est on arrive avec un effet de commerce, enfin une reconnaissance de dette, et la banque peut vous donner l'argent correspondant, moins l'intérêt, enfin bon, etc., peut vous donner l'argent correspondant en avance, si vous voulez, en prenant un taux d'intérêt. C'est ça, l'escompte. Donc la Banque d'Angleterre avait le droit d'escompter et d'émettre la monnaie. Mais en émettant la monnaie, après, elle prêtait à la royauté, au roi. Hein. Et donc le roi, la nation, si vous voulez, devait rembourser avec des intérêts. Donc c'est à ce moment-là que sont apparus de nouveaux impôts
Parce que le roi avait besoin de plus d'argent pour payer les intérêts de sa dette. Bon, je vous en parle maintenant parce que c'est un mécanisme qui est encore contemporain. Hein, d'accord. Donc, il y a eu des nouveaux impôts. Je sais plus, il y a les impôts sur les célibataires, les impôts, il y avait plein de ils ont inventé des tas d'impôts pour arriver à payer les intérêts qu'on devait à la Banque centrale d'Angleterre. Qui était une institution privée. Et donc, privée, ça voulait dire aussi que eh bien, la Banque d'Angleterre, elle disait au roi, pour ça on vous prête si vous faites comme on veut. Mais ce projet-là, oh non, on ne vous prête pas. Donc, ça veut dire que quand c'est une institution privée, ça a une influence sur la politique de la nation. D'accord? Bien. Et donc, l'idée, c'est... La question que... Ça, c'est pas dans Ricardo, mais la question que se pose Ricardo, c'est, à cette époque, les billets étaient convertibles en or, c'est-à-dire que vous pouviez arriver à votre banque, centrale ou pas, enfin la banque, et elle vous donnait de l'or en échange de vos billets pour le montant qui était là. C'était le garde-fou, d'une certaine façon. Mais l'Angleterre, à l'époque de Ricardo, était en guerre, encore une fois, contre la France, pour changer, et donc ça coûtait très très cher. Et l'idée, c'était que la Banque centrale puisse, que la Banque centrale puisse émettre des billets sans que ce soit convertible, parce qu'elle en émettait tellement pour faire face aux frais d'armement, de ravitaillement, de je sais pas quoi, que c'était plus possible de convertir en or, il n'y avait plus assez d'or dans les caisses. Donc la question, c'était de savoir, est-ce qu'on garde la libre convertibilité des billets en or? Et Ricardo, lui, il dit, oui, c'est un garde-fou. Mais bien entendu, ça reviendra, la libre convertibilité, mais bien entendu, on sait qu'aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Je vous en reparlerai. Mais c'est une question qui existait à cette époque et où on est vraiment, qui est vraiment très contemporaine. Hein, est-ce qu'il faut qu'il y ait une référence à l'or ou à autre chose pour une monnaie? C'est une question. Voilà. Bien. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur les banques, enfin sur Smith, Ricardo, les banques. Et ensuite, je voudrais vous parler des banques centrales. Mais auparavant, si vous voulez poser des questions, peut-être avant que je parle des banques centrales, si ça vous intéresse de me poser, si vous avez des questions à poser sur Smith, Ricardo ou les banques, eh ben, j'essaierai d'y répondre. Et si vous n'en avez pas, eh ben, je passerai aux banques centrales. Voilà. En fait, Giscard d'Estaing, quand il s'est mis à emprunter à des banques privées, ça a fait la même chose en quelque sorte. En 73? Oui. Oui. Ça fait le même principe. Alors, exactement, De Gaulle en France. Ça appauvrit. Les accords de Bretton Woods. Et la fameuse dette, c'est ça? Alors, voilà, il y a plusieurs choses. Alors, on commence. Tu as dit Giscard. La loi 73, c'est un peu Pompidou, Giscard. Enfin bon, voilà. La loi 73. Bon, d'accord. Alors là, qu'est-ce que c'est? C'est De Gaulle. Enfin, à l'origine, la Banque centrale française était privée. Comme toutes les autres banques. C'était les grandes familles, les 200 familles qui étaient actionnaires de la Banque centrale française. La Banque de France était privée, tout à fait. Napoléon l'a créée, et d'ailleurs lui-même était un des actionnaires, et sa famille faisait partie des gros actionnaires de cette banque. Voilà, à l'origine. Et puis, c'est resté privé jusqu'à ce que De Gaulle la nationalise en 1945. Mais avant, c'était privé. Il faut bien se rendre compte de ça. C'est pas évident, hein, parce que moi, je sais que ça a mis longtemps à ce que je comprenne ça. Et donc, en 1945, c'était nationalisé. Et ça voulait dire quoi, nationaliser? Ça voulait dire que la Banque de France, en gros, on pouvait faire marcher la planche à billets. En gros. C'est-à-dire qu'il y avait un accord avec le Trésor. Enfin, le Trésor présentait des bons à la Banque de France qui, en échange, donnait de la monnaie, émettait des billets. Le Trésor, il émettait les pièces. Donc, c'est ça, en fait. Donc, ça voulait dire que le gouvernement disait au Trésor, j'ai besoin d'argent. Le Trésor faisait ça. La Banque de France donnait l'argent. Gratos, c'était la planche à billets. C'est ce qu'a fait De Gaulle. Alors, lui, c'est pour ça que De Gaulle était toujours très soucieux de savoir s'il y avait de l'inflation. Parce qu'il voulait savoir. Très soucieux tout le temps. Il nous disait à ses ministres, il ne faut pas qu'il y ait trop d'inflation. Parce qu'il savait qu'il faisait marcher la planche à billets. Donc, s'il la faisait trop marcher, s'il y avait trop d'inflation, bah, c'était dangereux pour l'économie, parce que s'il y a des taux d'inflation trop élevés, ça détruit complètement une économie. Bon, donc ça a fonctionné comme ça jusqu'en 1973. Puis en 1973, il y a eu la loi Pompidou, certains disent la loi Rothschild.
qui a dit « c'est fini ça la planche à billets ». Maintenant, l'État doit s'endetter auprès des banques privées, des banques commerciales, mais pas la banque centrale, hein, auprès des banques commerciales ou sur le marché financier. Hein, ça s'est développé à ce moment-là. Et donc, c'est depuis ce jour-là que l'État français s'est endetté auprès des banques et que la dette n'a cessé d'augmenter. Parce que du temps, en 1973, la dette était quasiment inexistante. Nous n'avions pas de dette, enfin très peu, enfin quelque chose qui bougeait selon l'année, etc. Mais à partir de 1973, nous avons payé chaque année des intérêts. Et pour payer les intérêts, ben, on réemprunte, hein, c'est la course qu'on connaît bien actuellement. Et c'est depuis 1973 que nous sommes endettés, et certains ont calculé, je ne me rappelle plus les chiffres exactement, mais que s'il n'y avait pas eu d'intérêt, ben, on aurait remboursé la dette en 10 ans ou en 15 ans, enfin rien quoi, enfin peut-être en 20 ans, mais on n'aurait pas de dette quoi, voilà. Et alors maintenant je voudrais vous donner quelques éléments sur les banques centrales en général. Alors, quel est le rôle des banques centrales actuellement? Le rôle des banques centrales, c'est émettre de la monnaie, c'est contrôler la masse monétaire. Alors, comment font-elles? Elles font varier le taux d'intérêt. Hein? Si on fait un taux d'intérêt élevé, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les gens ne vont plus emprunter. Donc, la masse monétaire va avoir tendance à diminuer. En revanche, si le taux d'intérêt est bas, les gens vont emprunter. Normalement, ce n'est pas ce qui se passe actuellement, je vous en parlerai la prochaine fois. Et donc, la masse monétaire va augmenter. Donc, le taux d'intérêt est une façon pour la Banque centrale de gérer la masse monétaire. Alors, elle peut le faire simplement pour elle, parce qu'elle est chargée, comme la Banque centrale européenne l'était, mais je ne vous parle pas de ce qui se passe maintenant. Elle était chargée simplement de maintenir un certain taux d'inflation. Donc, c'était important qu'il y ait une certaine masse monétaire, qu'elle puisse gérer la masse monétaire. Mais il est possible aussi, dans certains pays, il est possible aussi qu'on essaye de gérer la masse monétaire avec le taux d'intérêt par rapport à l'activité économique. C'est-à-dire que si on baisse le taux d'intérêt, les gens pourront emprunter, investir, etc. Pas simplement la masse monétaire, vous voyez, mais aussi l'activité économique. Alors, à l'origine, les banques centrales, elles avaient ce rôle dans la politique économique aussi, hein, de susciter des investissements, etc. Mais plus on avance dans le temps, plus on constate que les banques centrales sont juste chargées de gérer la masse monétaire et qu'elles n'ont plus le rôle de stimulant économique. Bien. Alors, et que font les banques centrales aussi? Elles s'assurent que le marché interbancaire fonctionne. Alors, qu'est-ce que c'est que le marché interbancaire? Vous avez vu, je vous ai fait un bilan d'une banque. D'un côté, il y a l'actif, tout ce qu'elle possède en gros, et d'autre côté, il y a le passif, hein, c'est des billets, etc. Bon, les comptes de dépôt, etc. Donc, la banque, elle a un bilan. Ce bilan doit toujours être équilibré. Mais si, par exemple, il y a besoin, les clients des banques prennent beaucoup d'argent, par exemple, pour payer leurs impôts, etc., il y a un moment où le bilan vient déséquilibrer. Il y a l'argent qui sort, mais il reste toujours le passif qui est là, l'actif est là, mais le passif a diminué. Donc, à la fin de la journée, les banques doivent toujours faire quelque chose pour que leur bilan soit équilibré. Et pour ça, elles vont sur le marché interbancaire entre les banques, et les banques se prêtent de l'argent. Celles qui ont de l'argent en trop dans leur passif, eh ben, prêtent à celles qui n'en ont pas assez. C'est ça le marché interbancaire. Je vous le donne en gros, hein, le principe. Donc, mais c'est prêté, ça peut être à très court terme, à un jour, avec un taux d'intérêt, etc. Mais voilà. Et donc, c'est ce qui permet aux banques d'avoir à chaque instant leur bilan équilibré. Mais bien sûr, il peut y avoir des moments où, justement au moment des paiements des impôts, eh ben, plus aucune banque n'a d'argent. Donc, c'est la Banque centrale qui va intervenir sur le marché interbancaire pour faire que les banques aient leur bilan équilibré. D'accord ? Bien. Donc ça fait partie du travail de la Banque centrale. Bien. Et elle peut aussi
Elle pouvait aussi faire la planche à billets, elle le fait encore, dans le quantitative easing, c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. J'en parlerai la prochaine fois. En fait, habituellement, ce qu'on appelle la planche à billets, c'était pour financer le déficit public. Voilà. Donc ça, c'est les banques centrales. Alors maintenant, je voudrais vous parler plus précisément de la Federal Reserve, de la Banque centrale américaine des États-Unis, qui a été créée en 1913. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a eu des banques centrales qui ont été implantées en général par des financiers britanniques qui se disaient on va faire une banque centrale, l'État va s'endetter et comme ça nous on récupérera de l'argent. Donc les Rothschild, etc. ont toujours essayé. Et il y a toujours eu des présidents de la République, pas de la République, des présidents des États-Unis, pardon, qui se sont opposés à ça. Pas tous, il y en a, certains se sont opposés. Donc Jackson, Lincoln, etc., Kennedy aussi, enfin il y a un certain nombre de gens qui sont opposés. Et bien tous ont été assassinés. Voilà. Oh, mais alors ça, quelle coïncidence, hein, exactement. Incroyable. Ou alors ils ont eu une tentative d'assassinat où ils ont été assassinés. Kennedy étant un de ceux à qui c'est arrivé. Parce que lui, il voulait réduire le pouvoir de la Banque fédérale. Donc ça, c'est intéressant de le constater. Et pendant un certain temps, il y a un certain Jackson qui a échappé à l'assassinat, mais il y a une tentative, qui a dit « Non, moi je ne veux plus de banque centrale aux États-Unis », en 1836, je crois. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de banque centrale aux États-Unis, et ça fonctionnait. Ça fonctionnait, mais pas tout à fait, parce que c'est quand même une économie qui était en train de se développer énormément, et qu'il y avait des moments de creux, enfin il y avait des problèmes. Et on a constaté que c'était des grandes banques, qui n'étaient pas des banques centrales, mais la banque Morgan, JP Morgan. Alors, JP Morgan, vous voyez la tête sur le Monopoly, hein, il y a un monsieur qui a un chapeau, c'est JP Morgan. Hein, c'était lui le modèle du Monopoly. Et donc, cette banque, eh bien, elle jouait un peu le rôle de banque centrale, c'est-à-dire quand il n'y avait plus de liquidité, elle disait je vais en mettre. Voilà. Donc, elle avait un pouvoir énorme. Bon. Et puis, mais il y a d'autres banquiers probablement qui se sont dit mais vous n'allez pas en profiter tout seul, vous, quand même. Alors, donc, ils ont fini par se réunir. Ils se sont réunis en grand secret. Alors, il y avait la banque de Rockefeller, la banque de Rothschild, la banque Lazare, enfin ils étaient six, enfin, vous voyez JP Morgan, puis à l'époque il y avait une banque qui était très connue, c'était Kuhn, la banque Kuhn, voilà, ils sont réunis sur une île en grand secret, l'île de Jekyll Island, et ils ont dit on va faire un projet de banque centrale, privée, bien sûr, avec nous. Et ils ont essayé de le faire passer au Congrès. Le Congrès a explosé, a dit non, c'est pas possible. Hein. Et ils y sont revenus après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, il y a eu comme par miracle une crise monétaire incroyable en 1907, alors qui était liée au fait, à plusieurs choses, mais une des choses, c'était que une société qui s'appelait Knickerbocker, quelque chose comme ça, qui était un grand ami de JP Morgan, a dit « je suis insolvable ». Un pur hasard. Et à ce moment-là, il y a une crise, voilà, effet domino, crise, etc. Et donc, on ressort le projet de banque centrale. Et finalement, en 1913, vers le 22 décembre, au moment où les députés sont tous rentrés chez eux, et après avoir probablement soudoyé ceux qui restaient, le projet de banque centrale a été voté. Et le lendemain, le président de la République, qui s'appelait Woodrow Wilson, eh bien, l'a signé. Ce qui fait que le 23 décembre 1913, la Banque fédérale américaine a été créée. Elle a été créée et elle était purement privée. C'est-à-dire, on dit que c'est une banque, on dit la Federal Reserve Board, hein, comme c'était une réserve. Il n'y a aucune réserve. L'idée, c'est une banque d'émission. On dit qu'elle est fédérale. Bien sûr, il y a un petit comité fédéral qui est là. Mais en fait, les vraies décisions sont prises par les banques. Il y a 12 banques centrales, si vous voulez. C'est un agrégat de 12 banques, dirigées par une d'entre elles, qui est la Banque centrale, la Banque de New York.
hein. Et toutes ces banques ont des actionnaires privés qui décident des politiques de la Banque centrale. Et ces actionnaires ne sont pas du tout américains. Pas tous en tout cas, certains, mais pas tous. Il y a des banques, des financiers qui viennent d'ailleurs. Donc en fait, la Banque centrale américaine est détenue par des gens qui ne sont pas américains, des financiers britanniques, voilà, et a une politique qui sert les actionnaires privés. Ça, il faut le savoir. Ça n'a pas changé. C'est toujours le cas. Donc c'est quand même très intéressant de le savoir. Et la Banque fédérale est extrêmement puissante, hein, et donc elle dit au gouvernement ce qu'il faut faire, quoi. Hein, en fait, c'est ça. Voilà. Elle peut aussi créer des crises. C'est pas compliqué, hein, de créer une crise quand on est une banque centrale. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on abaisse le taux d'intérêt, hein, tout le monde emprunte, et puis on le remonte. Et puis personne ne peut rembourser. Voilà, ça fait une crise. Voilà, c'est un mécanisme qui a été employé très très souvent. Donc voilà, sur la Banque fédérale, il faut savoir aussi qu'à partir du moment où la Banque fédérale a été créée, eh bien les Américains, les États-Unis, ont commencé à payer des impôts. Parce que cette Banque fédérale, elle prête au gouvernement, et le gouvernement doit rembourser avec des intérêts. D'accord ? Bon, ça c'était pour vous mettre dans l'ambiance de la Banque fédérale. Alors, j'ai même eu, pour aller encore plus dans l'ambiance, j'ai même quelques citations concernant la Banque fédérale, parce que comme ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est des gens très bien qui le disent. La première citation, elle est du père de Lindbergh, celui qui a traversé l'Atlantique. Alors, il s'appelait Charles Lindbergh, lui, et il était député. Et il a dit, à propos de la loi sur la Banque fédérale, « Cette loi établit le plus gigantesque trust sur Terre. Lorsque le président Wilson signera ce projet de loi, le gouvernement invisible du pouvoir monétaire sera légalisé. Le pire crime législatif de tous les temps est perpétré par cette loi sur la banque et le numéraire. » C'est clair. Ça, il était contre la loi. C'était dans les discussions avant que la loi soit votée. Et pire, il y a Woodrow Wilson, donc le président qui a signé la loi, qui dans ses mémoires écrites un peu plus tard a dit « Je suis un homme des plus malheureux. J'ai inconsciemment ruiné mon pays. Une grande nation industrielle est contrôlée par son système de crédit. Notre système de crédit est concentré dans le privé. La croissance de notre nation, en conséquence, ainsi que toutes nos activités, sont entre les mains de quelques hommes. » C'est le président un ancien président. Hein. « Nous en sommes venus à être un des gouvernements les plus mal dirigés du monde civilisé, un des plus contrôlés et dominés, non pas par la conviction et le vote de la majorité, mais par l'opinion et la force d'un petit groupe d'hommes dominants. » Je trouve que c'est bien vu. Et alors, un président, Garfield, qui a été assassiné, je vais vous donner sa petite citation, « Celui qui contrôle le volume de la monnaie dans notre pays est maître absolu de toute l'industrie et de tout le commerce. Et quand vous réalisez que le système entier est très facilement contrôlé, d'une manière ou d'une autre, par une très petite élite de puissants, vous n'aurez pas besoin qu'on vous explique comment les périodes d'inflation et de déflation apparaissent. » Et j'ai encore deux toutes petites citations. Une citation de Henry Ford, vous connaissez hein, la Ford. « Il est appréciable que le peuple de cette nation ne comprenne rien au système bancaire et monétaire. Car si tel était le cas, je pense que nous serions confrontés à une révolution avant demain matin. » Henry Ford. Bon. Et enfin, ma petite citation favorite, dite par James de Rothschild, « Traire la vache, mais pas jusqu'à la faire crier. » C'est ça son projet. Voilà. J'adore cette citation. Ah oui, non, mais Kennedy avait le projet de diminuer, enfin de faire refonctionner la planche à billets d'une certaine façon. Hein, et il a été assassiné. Et la première chose qu'a fait Lyndon Johnson dans l'avion qui le ramenait avec le corps de Kennedy, c'était de signer l'annulation de ce que Kennedy avait voulu. Tout à fait. Donc en 63. Donc c'est très il y a beaucoup de puissance hein, là-dedans. Voilà. Voilà. Donc ça c'est la Banque fédérale.
Et si vous voulez que j'en rajoute une petite couche, hein, ouais, allez, on y va. Je voudrais vous parler de la Banque des règlements internationaux. Est-ce que vous la connaissez? C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, la Banque des règlements internationaux, elle a été créée en 1930 pour régler le paiement des réparations par l'Allemagne à la France, parce que ça ne marchait pas, donc c'était pour régler ça. Bon. Cette banque a continué à fonctionner pendant la guerre, et pendant cette guerre, elle a servi à blanchir l'argent des nazis. Elle a été tellement liée aux nazis qu'après la guerre, on a demandé à ce que la BRI, donc, soit supprimée. Le président des États-Unis a dit vers 1948, oh ben finalement si on la gardait ce serait pas plus mal, donc on a gardé la Banque des règlements internationaux et on va la faire travailler en Europe. Donc pendant un temps, enfin, après 10 ans plus tard, bon, on va la faire travailler en Europe, donc par rapport à l'Union, enfin la construction européenne, etc. La Banque des règlements internationaux a été chargée d'aider les monnaies, etc. à être équilibrée, enfin bon, voilà. Et puis un jour, la Banque des règlements internationaux s'est installée à Bâle, dans une immense tour, donc en Suisse. Et qu'est-ce qui se passait dans cette tour? Eh bien, dans cette tour, personne ne peut, aucune juridiction nationale ou internationale n'a le droit de pénétrer. C'est-à-dire, s'il y a un crime dans cette tour, aucune police, personne n'a le droit d'y pénétrer. Bon. Ça montre le niveau de clarté absolue du truc. Alors, là-dedans, c'est ce qu'on appelle, maintenant la Banque des règlements internationaux s'appelle elle-même la Banque centrale des banques centrales. C'est comme si elle était la super banque centrale. En fait, que se passe-t-il? Eh bien, elle a des actions. Ces actions sont détenues par les banques centrales, par une soixantaine de banques centrales dans le monde, qui représentent à elles seules 95% du PIB mondial. Bon. La moitié de ces actions étant détenues par la Banque d'Angleterre, la Banque de France, la Banque d'Allemagne, la Belgique, l'Italie, et puis je sais plus trop, enfin, j'en oublie peut-être un ou deux, voilà. D'accord, les États-Unis, la Fed, évidemment, bien. Bon. Et que font-ils? Eh bien, tous les 2 mois, ils se réunissent dans le plus parfait secret, tout le monde sait qu'ils se réunissent, mais il n'y a qu'eux qui y assistent, et là, ils décident de ce qu'ils vont faire dans le monde. Ils se réunissent, les gouverneurs des banques centrales, et ils disent « Ah bon, on va peut-être faire une petite crise en Asie, on va peut-être faire... » C'est ça, et c'est exactement ce qu'ils font. Hein. Et il n'y a aucune archive, aucune trace de ce qu'ils font, ou en tout cas, les archives ne seront jamais déclassifiées. Ce seront des archives qui restent totalement opaques. Donc, en fait, c'est une direction financière du monde qui décide à chaque instant, tous les 2 mois, de ce qui va se passer dans les banques centrales. Et finalement, qui sont les actionnaires? Ce sont les actionnaires des banques centrales qui sont toujours les mêmes, les Rothschild, les Rockefeller, et puis la banque Goldman Sachs, je sais pas, les Hazard et compagnie, quoi. Hein, voilà. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, la Banque des règlements internationaux, vous regardez son site, on a l'impression d'une administration, d'un truc tranquille, mais dans le fait, c'est totalement opaque. Personne, ils ne rendent de compte à personne, et ils gèrent les banques centrales. Voilà. Je résumais. Et dans un des articles que j'ai lus sur la BRI, il y a une petite blague, le journaliste ou la personne qui l'a écrit a fait une petite blague, elle dit « La BRI me fait penser à un gorille, un gorille de 400 kg. Et où s'assied un gorille de 400 kg ?» La réponse, c'est exactement où il veut. C'est-à-dire que la BRI fait exactement ce qu'elle veut. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, donc, sur les banques centrales. Alors, j'ai cherché à plusieurs reprises à savoir quelles étaient, d'abord, si toutes les banques centrales étaient privées ou pas,
Je sais que la Banque d'Angleterre est nationalisée, comme la Banque française, la Banque de France. J'ai cherché pour la Banque d'Allemagne, impossible à trouver. J'ai cherché pour toutes les banques, impossible de savoir. La Banque suisse, il y a des actionnaires, ça ils le reconnaissent. Mais pour les autres, on n'en sait rien. Et on sait encore moins qui pourraient être les actionnaires. Mais il est très probable que ce sont des banques privées. Hein. Sinon, il dirait banque nationalisée, ça c'est pas très compliqué à dire. Et même la Banque d'Angleterre, j'ai vu que dans les années 90, je crois, eh bien, elle était nationalisée avant. Mais il y a eu une sorte de comité qui a été recréé avec quelques personnes, etc. En fait, c'est une privatisation à bas bruit, en fait, hein, d'après ce que j'ai compris. Un comité dont aucune des délibérations n'est dite au public. Donc, là, je me dis ça doit être une privatisation à bas bruit de la Banque d'Angleterre. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur les banques centrales. C'est intéressant d'être informé, parce que c'est vraiment ça qui dirige financièrement le monde. On n'est plus du tout sur la monnaie qui facilite ces échanges, mais la monnaie qui permet à un petit nombre d'avoir le pouvoir sur le grand nombre. C'est une monnaie esclavagiste. C'est pour ça que c'est exactement ça. C'est une question de pouvoir, c'est pas une question de richesse en fait, ni d'échange. Mais même pas de. Oui, normalement, oui c'est ça. Mais normalement c'est ça, mais c'est même plus une question de richesse là, c'est une question de pouvoir. Moi je suis d'accord avec vous. C'est uniquement ça. C'est ça. Et c'est le chiffre que je vous ai déjà dit, parce que et puis je vous l'ai redit là, quand on attendait, hein, sur la richesse produite en 2018, hein, et ben, 83% va aux plus riches et 17% au reste du monde. 7,5 milliards de gens qui ont produit la richesse s'en partagent 17%.